Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Alors, toute l'équipe de l'Institut français est ravie de vous accueillir ce soir pour cette rencontre consacrée à la place des femmes dans les sciences et que nous organisons évidemment à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Cette année, cet événement revêt une importance particulière puisqu'il est également dédié à la mémoire d'Hélène Gligazzi-Arveller, qui nous a quittés il y a moins d'un mois. C'était une grande historienne du monde byzantin et une figure intellectuelle majeure de la France et de la Grèce contemporaine. Donc nous honorons ce soir sa contribution essentielle au progrès des connaissances et à la vie scientifique européenne. Je souhaite saluer Madame Véronique Chankowski, directrice de l'École française d'Athènes, qui a accepté d'ouvrir cette rencontre par un hommage à cette grande figure de la recherche. Alors, le sujet qui nous réunit ce soir est au cœur des enjeux contemporains de la recherche, mais aussi est au cœur des enjeux de société, tout simplement. Les femmes contribuent de manière décisive à l'avancée des connaissances dans toutes les disciplines. Et pourtant, malgré des progrès, il y a toujours des inégalités qui persistent dans les carrières académiques, aux postes de responsabilité, en matière de visibilité ou encore d'accès au financement. Donc, promouvoir la place des femmes dans les sciences, ça n'est pas seulement un sujet d'égalité, c'est aussi une condition pour la qualité, la diversité, la vitalité de la recherche. C'est pour ça que c'est un enjeu de société. Et d'ailleurs, l'événement de ce soir s'inscrit dans notre cycle de débats scientifiques qui a pour vocation de faire dialoguer des chercheurs et le grand public autour des enjeux contemporains. Alors, la coopération scientifique entre la France et la Grèce, elle constitue à cet égard un levier très précieux. On a, nous, à l'Institut, la chance d'être les témoins de partenariats entre universités, centres de recherche et laboratoires entre nos deux pays qui favorisent l'innovation scientifique, mais qui aussi sont l'occasion d'échanger des bonnes pratiques en matière d'égalité et d'inclusion. Et à l'Institut français, nous sommes nous-mêmes en étroite collaboration avec des instituts scientifiques des institutions scientifiques qui se distinguent à la fois par leur excellence, mais aussi par leur volonté de promouvoir l'égalité des chances. De manière générale, cette rencontre, elle s'inscrit aussi dans une vision plus large qui est portée par la France, celle d'une diplomatie scientifique inclusive, qui est adossée à une diplomatie féministe, à laquelle nous tenons fortement. Cette diplomatie féministe, elle nous conduit dans toutes nos actions à l'international à veiller à l'égalité entre les femmes et les hommes. Ça se traduit par un soutien aux politiques publiques, aux programmes de recherche et aux initiatives qui encouragent les droits des femmes, qui encouragent la participation des femmes dans le champ scientifique. Et ça se traduit aussi par la valorisation de parcours inspirants. Et donc, c'est précisément le cas ce soir. Un mot donc sur nos invités, que je remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Madame Armelle Corpé, vous êtes maîtresse de conférences à l'Université Claude Bernard Lyon 1 et responsable d'équipe à l'Institut de génétique humaine. Vos recherches contribuent à mieux comprendre les mécanismes du développement et du cancer et vous vous engagez aussi à encourager les jeunes filles à s'orienter vers les carrières scientifiques. Madame Sissi Koliva, vous êtes professeure de pharmacologie à la faculté de médecine de l'Université nationale et capodistrienne d'Athènes et une figure reconnue des neurosciences en Europe. Vous êtes engagée à la fois dans la recherche sur les différences liées au sexe en neuropsychopharmacologie et dans la promotion de l'égalité femmes-hommes dans les carrières scientifiques. Madame Alkistis Bonanos, vous êtes astrophysicienne et directrice de recherche à l'Observatoire national d'Athènes. Vos travaux sur les étoiles massives et les phénomènes astrophysiques transitoires vous ont valu une reconnaissance internationale, notamment à travers une bourse ERC Consolidator Grants et le prix L'Oréal UNESCO. Et enfin, Madame Christina Dalla, vous êtes professeure associée de pharmacologie à l'Université nationale et capodistrienne d'Athènes et présidente de la Société méditerranéenne de neurosciences. Vos travaux portent sur les différences liées au sexe en neuropsychopharmacologie, notamment dans les modèles du stress et de la dépression. Alors, les échanges de ce soir permettront de mettre en lumière des parcours scientifiques remarquables, mais aussi de partager des expériences concrètes dans vos parcours à toutes. J'espère qu'ils contribueront à identifier des pistes d'action pour construire un environnement scientifique plus inclusif et plus favorable à l'émergence des nouvelles générations de chercheuses.
Je vous remercie de votre présence, à tout le public également, et je remercie Mathieu Abgral, notre attaché de coopération scientifique et universitaire, et son équipe pour l'organisation de cet événement. Je vous souhaite une excellente soirée et je cède tout de suite la parole à Madame Véronique Chankowski pour son intervention. Merci à tous. Kalispera Kapomena, bonsoir à toutes et tous, à chacune et chacun. Merci à l'Institut de m'inviter à cette intervention et bienvenue à cette initiative en faveur des femmes et de leur place dans les sciences et dans la recherche. Une initiative qui, somme toute, est consacrée à rien moins que la moitié de l'humanité. Alors, faire sa place dans la recherche quand on est une femme, ça n'est pas seulement réussir à combiner une carrière scientifique qui exige disponibilité pour des missions, concentration pour écrire des publications et réalités humaines et familiales. Je sais de quoi je parle, je suis moi-même professeure des universités et je suis fière d'être la première femme à avoir dirigé l'école française d'Athènes qui a été fondée en 1846. Alors c'est tout cela en effet, mais avec la part de charge mentale qui pèse toujours sur les femmes et qui s'y ajoute. Mais c'est aussi réussir à dépasser les plafonds de verre, ces obstacles invisibles qui empêchent que les carrières des femmes se déroulent comme celles des hommes, ces plafonds de verre qui empêchent aussi les femmes de prendre conscience des possibilités dont elles pourraient se saisir. Alors pour introduire cette soirée, je vais vous parler en effet d'Hélène Glicazzi-Arveler, qui est décédée tout récemment parce que c'est une figure très importante de la relation franco-grecque dans la recherche. Et c'est pourquoi cette soirée lui est dédiée. Hélène Glicazzi-Arveler était historienne de Byzance et on peut dire qu'elle en a créé l'histoire en faisant apparaître une compréhension différente de l'Empire byzantin et en construisant cette vision à travers un enseignement et à travers des livres. C'était une figure engagée de la résistance grecque pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, elle a été une figure engagée de la construction universitaire en France, en devenant présidente de l'Université Paris 1 et puis ensuite rectrice des universités de Paris. Alors, j'entre un peu plus dans le détail de sa biographie. Hélène Glicazzi-Arveler était née en 1926 à Athènes de parents commerçants qui venaient d'Asie mineure, d'où ils avaient été chassés par la guerre de 1922. Et très jeune, à 14 ans, elle découvre, elle aussi, la guerre et n'hésite pas, au cours de la Deuxième Guerre mondiale, à s'engager dans la résistance, tout en commençant peu à peu ses études d'archéologie à l'Université nationale et capodistrienne d'Athènes, dans la faculté qui s'appelle toujours aujourd'hui la faculté de philosophie, mais elle faisait au sein de cette faculté des études d'histoire et d'archéologie. Donc cette enfance et cette adolescence dans des conditions matérielles, politiques, économiques très difficiles va certainement forger sa ténacité et sa clarté de vue. Elle entre donc en 1945 à l'université d'Athènes et elle va travailler sous la direction de Dionysios Zakynthos qui l'introduit à l'archéologie et à l'histoire de Byzance. Et c'est plus tard, en 1953, qu'elle part pour Paris avec une bourse du gouvernement français pour étudier la civilisation de Byzance avec le grand professeur de l'époque, Paul Le Merle, professeur à l'école pratique des hautes études. Et ensuite, elle va entrer au CNRS sur des postes d'assistant de recherche. C'était une époque où il était facile d'obtenir un poste pour des étudiants méritants. Et finalement, elle s'installe définitivement en France parce que elle se marie avec Jacques Arveler, qui était un industriel français qui appartenait à la très haute société parisienne avec énormément de relations dans le milieu artistique et politique parisien. Et au cours de toutes ces années, elle a continué ses recherches, elle a écrit sa maîtrise, elle a écrit sa thèse de troisième cycle, puis sa thèse d'État. Et donc, moins de 10 ans après son arrivée à Paris, en 64, elle soutient sa thèse d'État. Et très vite, en 67, elle devient le successeur de Paul Le Merle, qui, entre-temps, est devenu professeur au Collège de France.
Et c'est comme cela qu'elle devient professeure à la Sorbonne. Alors, c'est déjà là une belle réussite et une belle carrière, hein, qui est marquée aussi par l'écriture de nombreux ouvrages sur Byzance et par un enseignement qui est resté dans la mémoire de ses élèves. À l'École française d'Athènes, si vous ne connaissez pas bien notre institution, nous sommes un établissement public de recherche français qui fonctionne un petit peu comme une université, hein. Donc nous menons des recherches en partenariat avec beaucoup d'institutions dans le domaine de l'archéologie, mais aussi dans toutes les périodes de l'histoire qui touchent au monde grec, entendu dans toute son extension géographique. Et donc évidemment, Hélène Arveler est une figure majeure pour nous dans la construction d'une interprétation dans les études byzantines, hein. Donc c'est un enseignement qui est resté dans la mémoire de ses élèves. Et puis on constate que parmi la vingtaine de thèses qu'elle a dirigées au cours de sa carrière, on retrouve tous les chercheurs importants qui ont joué et qui jouent encore aujourd'hui un rôle dans les recherches sur Byzance et dont la plupart d'entre eux sont liés à l'École française d'Athènes. Dans ses nombreux livres comme dans ses cours, ce qui frappe surtout, c'est la clarté de son propos. C'est certainement quelqu'un qui avait retenu de ses études en Grèce une grande capacité de synthèse et de ses études en France, certainement l'héritage du structuralisme qui l'a conduit à mettre en avant dans l'histoire de Byzance des systèmes d'opposition qui font sens pour expliquer les évolutions de cet empire sur la très longue durée. C'est ce qu'elle fait par exemple dans sa grande synthèse sur Byzance et la mer, où elle introduit dans une analyse institutionnelle et économique une approche qui est beaucoup plus anthropologique sur la manière dont l'Empire byzantin pensait son rapport à la mer et ses variations selon les époques et les conjonctures. Et c'est tout à fait caractéristique de sa manière de construire des contrastes et de synthétiser de façon extrêmement claire les variations d'une époque à l'autre parce qu'elle introduit de l'anthropologie en plus des réalités institutionnelles et économiques. À propos d'un autre de ses livres, cette fois un petit livre sur l'idéologie politique de l'Empire byzantin qui était paru en 1975 aux presses universitaires de France, une autre grande byzantiniste, Evelyne Patlajan, parle, je cite, de la clarté chaleureuse de ce petit livre. Et là aussi, Hélène Arveler donne un panorama de l'Empire byzantin dont elle fait jaillir le sens par des oppositions en fonction des périodes. Et de cette façon, elle a contribué à redonner une importance à la dimension grecque et orthodoxe de cet empire byzantin par rapport à l'héritage de la romanité. Donc c'est un recentrage vers l'idée d'un empire chrétien orthodoxe qui lui a parfois suscité des critiques de la part de chercheurs qui étaient par exemple plus sensibles à la dimension russe de l'orthodoxie. Et elle a ainsi créé, véritablement fait émerger une interprétation et une compréhension de ce sujet. Alors, dans les sciences humaines et sociales, pas exclusivement, mais par contraste avec les sciences exactes dont il va être question dans votre table ronde, les livres et les positions universitaires sont assurément des jalons essentiels dans la réussite des femmes. Mais dans la carrière d'Hélène Arveler, il y a plus encore que tout ça, qui est déjà en soi une très très belle réussite d'universitaire. Parce que Hélène Arveler a fait ses débuts universitaires comme professeure à la Sorbonne en plein déclenchement de mai 68, comme vous l'avez compris dans la chronologie. De ses études à l'université grecque, je crois qu'elle avait certainement conservé un autre mode de relation avec les étudiants, un mode de relation différent de celui qui prévalait à ce moment-là dans les universités françaises, un mode de relation très respectueux des autorités intellectuelles, mais certainement moins marqué par les contraintes de la hiérarchie sociale qu'elle a trouvée en France. Un monde universitaire grec qui est une vraie communauté intellectuelle. Et je crois que c'est cela qu'elle cherche à recréer à Paris dans le contexte de mai 68 qui donne lieu petit à petit, pour des raisons de clivage politique que vous savez, cette période donne lieu à la séparation entre la Sorbonne, plus traditionnelle et plus conservatrice, et puis la future université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qu'Hélène Arveler va contribuer à créer aux côtés d'autres figures parisiennes importantes de ces évolutions du paysage universitaire. Et une chose qu'elle met en particulier en avant dans cette création de Paris 1, c'est l'interdisciplinarité. Donc elle travaille à la
à la création de l'Université Paris 1 avec d'autres collègues du milieu parisien. Et évidemment, naturellement, elle en devient une des vice-présidentes, puis elle est élue présidente de Paris 1, fonction qu'elle va exercer de 76 à 81. Et puis plus tard, elle est nommée rectrice de l'Académie de Paris et chancelière des universités de Paris, fonction qu'elle exerce de 82 à 89. Et puis elle termine sa carrière comme présidente du Centre Pompidou à Paris. Alors c'est quelqu'un qui avait une intelligence sociale très vive, doublée, il faut le dire, du réseau social très important auquel elle a eu accès par son mari. Ce réseau social dans leur somptueux appartement de la rue Guinemer en face du Luxembourg, en face du jardin du Luxembourg, c'est évidemment un atout qui lui a donné accès à tout le milieu des décideurs parisiens et à tout le milieu des artistes. Et donc cette combinaison fait d'elle évidemment une figure marquante de la vie parisienne, une figure qui a aussi bénéficié, je pense, de cette aura de grec dans le philhellénisme français, qui, dans ce Paris des années 70, la rend d'autant plus, le fait qu'elle soit grecque, la rend d'autant plus visible, d'autant plus désirable dans ses réseaux de pouvoir. Et donc, vous avez tous vu telle ou telle photo qui la montre entre Claude Pompidou et Simone Veil, en compagnie de Konstantinos Karamanlis, de Mireille Mathieu, de Guy Béard, telle autre photo avec Jules Dassin, Christina Onassis, Melina Mercouri, etc. Alors, dans ses fonctions universitaires, elle a accompagné François Mitterrand dans plusieurs voyages officiels, elle a travaillé avec Jacques Chirac à la mairie de Paris, et puis lorsqu'il est devenu Premier ministre, et c'est quelqu'un qui était consciente du potentiel que lui offrait ce réseau et de cette position qu'elle a brillamment utilisée. L'Europe a été un de ses combats importants à la tête du Centre culturel européen de Delft, où en œuvrant pour l'éducation et la culture et en participant aux travaux du Conseil de l'Europe, donc elle a toujours maintenu ce lien entre la Grèce et la France dans sa carrière. Et cet héritage de Byzance, et en particulier en Europe du Sud-Est, c'était pour elle un ferment de l'unité européenne. Et elle disait en 2013, dans une de ses dernières interventions, c'est cet héritage qui nourrit une mémoire commune entre les peuples balkaniques, même si chacun interprète à sa manière et selon ses intérêts le message transmis par cette mémoire. Donc, Hélène Arveler était une personnalité d'exception qui a su acquérir une expérience et une expertise et la mettre en action en profitant, comme elle le disait elle-même, de toutes les chances qui lui avaient été offertes, mais en réalité, une personnalité qui a cru en la force de sa propre pensée et qui a su utiliser la capacité de transformation que donne toujours ce décalage, cette expatriation, cette expérience des mondes différents. Et ses collègues et les élèves qui l'ont connue dans ses débuts ont tous décrit une intellectuelle engagée, une femme qui porte un pantalon, c'était quelque chose de significatif dans ces années 60-70 à Paris, une femme qui ose aller loin dans l'affirmation de ses idées, des idées toujours très claires, formulées dans une grande capacité de synthèse et dans une grande intelligence de l'histoire. Et on peut dire qu'elle a constitué un modèle d'affirmation des femmes dans la recherche en sciences humaines et sociales. Et je crois qu'il est essentiel pour les femmes pour qu'elles puissent avoir leur place dans les décisions, pour que les hommes puissent leur faire une place, parce qu'il ne se passe rien sans cette double interaction. Il est essentiel qu'existent des modèles et des figures de femmes puissantes. Mais le tableau ne serait pas complet sans évoquer ce soir plus largement, et je voudrais le faire à l'occasion de cette introduction, la situation des femmes dans l'archéologie et ce problème du plafond de verre que j'évoquais au début de mon intervention, qui existe dans les disciplines des sciences humaines et sociales, tout comme il existe dans celles des sciences exactes. Et je voudrais vous signaler que nous venons à l'École française d'Athènes de publier un livre qui est consacré précisément à cette question, un livre qui s'appelle Pencil and Dust, le crayon et la poussière, Women Who Shaped Archaeology in Greece, donc un livre qui est consacré aux femmes méconnues qui ont contribué à façonner la discipline de l'archéologie en Grèce, un livre qu'on vient juste de présenter ce soir à l'école et pour lequel j'ai laissé quelques prospectus à l'entrée de l'auditorium. Alors ce livre montre comment les femmes ont été
invisibilisées dans l'archéologie pendant des décennies, alors même qu'elles ont occupé le terrain, qu'elles étaient présentes et qu'elles ont contribué à façonner la discipline archéologique telle qu'elle existe aujourd'hui. En sciences humaines et sociales, c'est ce qu'on appelle l'effet Mathilda, un concept qui a été forgé en 1993, par l'historienne des sciences Margaret Rossiter, pour décrire le principe selon lequel les découvertes scientifiques des femmes tendent à être attribuées à leurs collaborateurs masculins, très souvent. Et avec cet effet Mathilda, Margaret Rossiter revisite, ironiquement d'ailleurs, une étude de 1968 du sociologue masculin Robert Merton, qui décrivait, lui, l'effet Mathieu, the Matthew Effect, où comment des chercheurs éminents reçoivent une reconnaissance disproportionnée pour des travaux auxquels ils n'ont que partiellement contribué, alors que le travail de fond a été réalisé par leurs collaborateurs. Et il avait nommé ce mécanisme l'effet Matthieu, en référence à l'Évangile selon saint Matthieu, où il est dit que à celui qui a beaucoup, on donnera encore plus. Alors, pour rester dans les citations bibliques, il est temps de rendre à Mathilda ce qui appartient à Mathilda. Et c'est le sens du livre que nous publions sur les femmes dans l'archéologie et qui rend visible pour la première fois et par une analyse approfondie dans les archives la manière dont de nombreuses femmes de toute nationalité ont contribué à façonner l'archéologie en Grèce et à en construire la méthode. Donc, comme je le disais tout à l'heure, en tant que première femme à diriger l'école française d'Athènes depuis sa création en 1846, elle n'avait connu que des directeurs hommes, je tenais à vous faire part de ce livre, de ces travaux de recherche. Et comme le parcours d'Hélène Arveller nous le montre aussi, les livres sont un puissant moyen de briser ces plafonds de verre, ces barrières invisibles, mais bien solides, qui font obstacle aux femmes hier comme encore aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une très belle table ronde et en espérant que petit à petit, cette prise de conscience se fasse et nous permette, au fil des années, de changer un peu les choses ici comme ailleurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci madame la directrice. Merci madame la directrice aussi. Je pense que c'est d'ailleurs un bon signe que, à l'Institut français et à l'École française d'Athènes, on est 2 femmes à la direction et ça, je pense que ça mérite d'être souligné et c'est très positif. Un mot, en introduction pour un peu expliquer, pourquoi, même si, Maria l'a déjà, très bien fait, pourquoi on a voulu cette soirée. Qui est en quelque sorte l'événement principal de l'ambassade de France en Grèce pour cette année pour, j'allais dire, célébrer la Journée internationale des droits des femmes. En fait, tout simplement, on considère que c'est le minimum qu'on puisse faire. On a ce cycle de débats d'idées et comme j'ai coutume de le dire, notre premier débat d'idées était sur la liberté académique et notre deuxième débat d'idées est sur la place des femmes dans les sciences. Pourquoi? Parce que sans liberté académique, on ne peut vraiment rien faire, on ne peut pas progresser dans les sciences. Et sans les femmes, on ne peut pas aussi, sans la moitié du monde, on ne peut pas progresser dans les sciences. Donc c'est cette idée très simple qu'on doit toujours le rappeler. On a vu évidemment l'effet Mathilda, tant d'autres choses, tant d'autres injustices qui ont été faites aux femmes dans les sciences. Je pense que ça s'améliore, les choses vont mieux qu'auparavant, elles progressent petit à petit. Il faut toujours faire attention à l'effet retour de bâton, mais je pense que voilà, on progresse et comme, j'allais dire, en témoigne la présence, de nos interlocutrices ce soir, on a, beaucoup de femmes, engagées sur ces questions. Et je leur passerai la parole dans un instant parce que finalement, c'est aux femmes qu'on veut donner la parole ce soir. Mais l'idée, c'est à la fois d'avoir, des perspectives sur, le combat, qu'est-ce qui se fait dans les associations, dans la mobilisation et puis aussi, on pense que c'est important de donner des exemples pour les jeunes femmes
des exemples accessibles, pour être un peu alors des modèles, voilà, dire aux jeunes femmes qu'elles peuvent viser des carrières scientifiques. Et peut-être que vous m'en parliez aujourd'hui, peut-être pas toujours citer les exemples extraordinaires comme Marie Curie, mais des exemples de femmes normales, des scientifiques normales, exceptionnelles parce que c'est pas facile de progresser dans un monde qui est masculin, mais normal parce que accessible, des carrières auxquelles on peut s'identifier. Donc voilà un peu l'objectif de ce soir. Donc on va d'abord faire un petit tour de présentation. Et ensuite, chacune de nos intervenantes fera une petite présentation sur un des aspects, j'allais dire, qui lui semble le plus important dans ses combats, dans les choses qu'on peut imaginer pour le futur. Et donc, sans transition, je donne donc la parole à Madame Corpet. Bonjour à tous, donc, je suis Armelle Corpet. Je suis très heureuse d'être là ce soir. Je remercie, l'Institut français de Grèce de m'avoir invitée. J'en ai profité aujourd'hui pour faire un tour dans Athènes, c'était vraiment magnifique. Donc voilà, merci. Je vais juste vous présenter très brièvement mon parcours scientifique. Donc moi, depuis que je suis toute petite, ce qui m'a beaucoup animée, c'est, la curiosité de comprendre le monde vivant. Donc j'ai choisi de faire des études de biologie. Au lycée, j'avais un professeur de biologie qui était passionnant et donc je vous ai montré, ma carrière à partir du master. Donc j'ai fait un master en biologie et cancérologie et j'ai démarré ma thèse en 2006. Voilà, donc j'ai fait une thèse, où je me suis intéressée particulièrement à comment, l'ADN s'organise dans le noyau des cellules, dans un domaine qu'on appelle l'épigénétique, qui est absolument passionnant. Et donc comme vous pouvez le voir avec les petits, bonhommes roses, j'ai eu 2 filles en 2007 et en 2009 pendant ma thèse et j'ai soutenu ma thèse en 2010. Je suis ensuite partie, en Suisse pour un postdoctorat qui fait partie de la carrière classique en France pour avoir une deuxième expérience de recherche. Donc j'ai eu un premier garçon en 2011 et un deuxième garçon en 2014 à la fin de mon postdoctorat. En 2014, j'ai obtenu un poste de maître de conférence en France. Donc, pour ceux qui sont plus anglophones, c'est assistant professor. Et donc, je suis actuellement enseignante-chercheuse à l'Université de Lyon, en France. Et donc, mon activité se découpe entre de l'enseignement pour les étudiants de licence et master. Donc, j'enseigne la génétique et la biologie moléculaire. Et je suis également chercheuse à mi-temps dans un laboratoire CNRS. Et donc, j'ai eu un 5e enfant, un garçon, en 2016. Depuis 2018, je fais partie de l'association Femmes et Sciences, qui est une association qui vise à promouvoir les sciences auprès des jeunes filles. Voilà, donc c'est une thématique qui me tient particulièrement à cœur. Donc, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir pour en parler. Voilà, et puis sur la fin de ma carrière, j'ai eu l'HDR, peut-être ça ne vous parle pas trop, mais c'est l'habilitation à diriger des recherches en 2024 et j'ai été nommée à l'Institut universitaire de France en 2024 également. Voilà, et juste pour finir ce parcours, moi, ce qui m'a vraiment animée dans ce parcours, c'est ma passion pour les sciences. Donc cette curiosité toujours renouvelée de comprendre comment fonctionnent nos cellules. Et bien sûr, ça demande une certaine dose de persévérance et aussi de patience, voilà, pour avoir ce parcours. Mais j'espère vous dire que c'est déjà possible de combiner une vie familiale et une vie professionnelle intense. Voilà, je passe la parole. Donc, je passe la parole à Madame Sissikoliva et je m'excuse, il y a une petite problème dans la présentation. Donc, notre chère Sissikoliva de l'Institut Pasteur Hellénique. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και Merci beaucoup pour cette présentation et pour l'occasion qui m'est donnée de présenter les femmes en sciences. Je travaille à l'Institut Pasteur hellénique, je suis biologiste. J'ai fait mon doctorat à Paris, à l'Institut Pasteur, où j'ai eu la chance de collaborer avec d'excellents scientifiques, mais également d'excellentes personnes. Je suis revenue en Grèce, à l'Institut Pasteur hellénique, et très souvent et très rapidement, là, les problèmes ont commencé. J'avais des problèmes au laboratoire, le directeur était un homme. Et
souffert d'un harcèlement qui m'a contrainte de changer de parcours. Je me suis engagée dans la politique de la science. Je suis allée au ministère, j'y ai travaillé pendant 10 ans. Je travaillais dans le, secteur de l'Union européenne et là, j'ai eu l'occasion de travailler avec d'autres, des homologues d'autres pays membres. En 2014, je suis revenue à l'Institut Pasteur où j'essaye de travailler sur, les questions de la recherche et de la science, de la recherche et de la société qui passent par les femmes. C'est un chapitre, très vaste, notamment en Grèce. Je n'ai pas 5 enfants, je n'en ai qu'un, mais une femme scientifique a doit avoir de l'aide, de soutien, un soutien. Elle doit bien pouvoir faire son travail, et pour répondre, et elle est invitée à répondre à tous les besoins de la science sans aide actuellement. Ok. Λέγομαι Άλκη στην Πονάνου. Alkistis Bonanou, c'est un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Très rapidement, je vais vous dire que moi, j'ai commencé par m'intéresser aux étoiles dès l'âge de 8 ans. Mon père me présentait le ciel et les étoiles le soir et j'ai essayé de comprendre depuis comment les étoiles se forment, l'univers, etc. C'est devenu un hobby. J'ai acheté un télescope, je faisais des observations et à l'âge de 18 ans, je me suis dit que j'allais faire, des études dans ce domaine. Donc, j'étais très intéressée par les cours de mathématiques, de sciences, de physique, et je suis allée aux États-Unis, au Wellesley College. Là, les professeurs étaient, heu, avaient une attitude très positive envers, les filles, mes parents aussi. Mon doctorat, j'ai fait ma thèse à Harvard, j'ai fait des études de 5 ans, j'ai obtenu une bourse. En 2005, j'ai terminé ma thèse, j'ai achevé ma thèse. Ensuite, j'ai fait aux États-Unis un postdoctorat à Washington pendant 3 ans. J'ai obtenu un deuxième postdoctorat fellowship à Baltimore et en 2009, j'ai trouvé un poste à l'Observatoire d'Athènes où je continue à travailler. Voilà mon parcours très rapidement. J'ai eu bien sûr un soutien, de ma famille et pas seulement. Je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance et ce soutien et ce mentorship, sont très importants, mais j'y reviendrai par la suite et cela fait 16 ans que je suis à l'Observatoire d'Athènes où j'ai monté tous, les échelons et je continue à faire ce que j'aime, voilà. Ξέχασα να πω ότι και εγώ έχω 2 παιδιά. J'ai également 2 enfants nés en 2017 et 2020, donc ils sont très jeunes. Bonjour à tous, je m'appelle Hrisina Zahala, je suis professeure de pharmacologie à l'université de médecine, d'Athènes, département médic, et très rapidement, je vais vous présenter mon parcours.
Je suis j'ai fait le collège et le lycée ici à Athènes dans une école francophone. Ensuite, j'ai fait des études de pharmacologie. J'ai obtenu des bourses de l'Institut national de bourses de grec. Jusqu'à ce moment-là, jusqu'à l'époque, je n'avais pas d'idée très claire de ce que j'allais faire. Je commençais à m'intéresser au cerveau et j'ai décidé de faire une thèse sur la psychopharmacologie et notamment sur le cerveau. Le thème m'a été proposé, mais on m'a proposé un thème sur, les différences entre les 2 genres, un thème que j'ai beaucoup aimé par la suite. Ma directrice de recherche était Zeta Daifotti, une femme qui participait à différentes commissions et comités à l'époque sur les questions de genre. Et pendant ma thèse de doctorat à Athènes, j'ai obtenu une bourse Marie Curie. Je suis allée à Liège en Belgique. Je suis m'intéresser sur l'impact des hormones sur le cerveau. Et après mon doctorat, après avoir achevé en 2005 mon doctorat, j'ai obtenu une autre bourse Marie Curie qui m'a permis d'aller aux États-Unis. À vrai dire, je suis d'abord allée aux États-Unis. C'est ensuite que j'ai obtenu ma bourse. J'avais une professeure, Tracy, Sauce, qui a beaucoup cru en moi, qui m'a beaucoup soutenue. Je suis restée, au à l'université à New Jersey. En 2007, en 2008, j'ai été nommée maître de conférence et j'ai eu, ma fille et par la suite, je suis devenue professeure, et j'ai commencé petit à petit, par la suite, à avoir des problèmes avec, mes directeurs. Lorsque je suis devenue professeure, je suis allée à l'université, à la clinique Areteio, qui est une clinique de recherche de l'université. J'avais des directeurs hommes, mais mes relations étaient excellentes et depuis je mène des recherches cliniques et certaines recherches sur l'impact des hormones sur le cerveau des hommes et des femmes. Je suis présidente également de la Société hellénique des femmes universitaires depuis janvier, mais je ne sais pas, peut-être on pourra y revenir? Non, non, maintenant, d'accord, très bien. La Société hellénique des femmes universitaires soutient les femmes dans toutes les instances académiques universitaires et est financée par de nombreuses fondations, Bodosakis et autres, ou étrangères. Nous essayons d'assurer le même accès aux femmes et donner aux femmes la possibilité d'occuper des postes hem, de responsabilité élevés. Par la suite, nous avons collaboré avec des commissions d'égalité de genre qui luttent contre les discriminations à l'égard des femmes. Et là, nous avons établi les plans d'action sur, l'égalité des genres, voilà. Tes premières présentations, donc qui mettent déjà en valeur des parcours vraiment exceptionnels et parfois aussi avec, effectivement, avec le besoin d'aide. J'allais dire, en fait, s'il n'y a pas des gens qui soutiennent, en fait, c'est très difficile. Euh, donc, je pensais qu'on pouvait passer à la présentation d'Armel Corpès sur notamment Femmes et Sciences, pour un peu montrer aussi au public grec
ce qui se fait dans les associations en France, voilà, à travers un membre actif de Femmes et Sciences. Oui, donc bonsoir, donc je reprends la parole. Je vais vous parler un petit peu de ce qu'on fait au sein de l'association Femmes et Sciences en France. Et pour parler de la situation, j'ai choisi de vous montrer un premier graphique qui est tiré d'une publication qui est sortie dans un journal très prestigieux il y a quelques mois à peine et qui montre, donc en ordonnée, vous avez le pourcentage de réussite en mathématiques sur des tests à l'école primaire. Donc en France, à l'entrée en école primaire, il y a une évaluation nationale qui va toucher des centaines de milliers d'élèves. Et donc dans cette étude, ils se sont intéressés au niveau en mathématiques des garçons et des filles à l'entrée à l'école primaire. Donc c'est le Year One sur le graphique. Et en fonction du niveau de l'école, une école publique, privée ou une école dans des zones d'éducation prioritaire. Et ce qu'on voit, c'est qu'à l'entrée à l'école primaire, il n'y a aucune différence de performance en mathématiques entre les garçons et les filles. Donc ça vient démontrer qu'il n'y a pas de différence interne, physique, il n'y a pas de différence entre les cerveaux des garçons et les cerveaux des filles pour les mathématiques. Chose qu'on connaît déjà depuis longtemps, mais ça appuie aussi ceci. Mais ce qu'on voit par contre, c'est que dès le milieu de la première année et ensuite en deuxième année, je ne sais pas si vous voyez, mais les courbes rouges vont baisser. Ce sont les courbes des filles. Et donc, il y a apparition d'un écart de performance en mathématiques entre les filles et garçons qui se produit dès le milieu de la première année d'école primaire et qui est très prononcé dès l'entrée en CE1, donc la deuxième année d'école primaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est analysé comme le fait que les filles, à l'entrée en école primaire, vont internaliser malheureusement les stéréotypes de genre qui sont toujours prégnants et qui vont faire qu'elles pensent que les filles sont moins bonnes en maths que les garçons. Les instituteurs ne sont pas forcément très bien formés pour aussi promouvoir la confiance en elles des filles pour les mathématiques. Et donc, on a cet écart de performance qui va s'installer et qui va entraîner malheureusement ensuite au collège et au lycée le fait que les filles vont moins choisir les filières scientifiques. Voilà, donc si on passe à la deuxième diapositive, je vous ai montré sur ce graphique le pourcentage de femmes chercheuses en France en 2024. Et vous voyez que la France est très mal placée en Europe. On est quasiment les derniers, puisqu'il y a actuellement 29,9% de chercheuses en France. Donc ça veut dire que 2 tiers des chercheurs sont des hommes et 1 tiers seulement sont des femmes. Et donc, nous, on a cette situation-là en France. Et donc, c'est vrai qu'avec l'association Femmes et Sciences, on va essayer d'intervenir assez précocement, puisqu'on sait que c'est dès l'école primaire que le décalage va apparaître, que les choses se jouent. Et donc, on intervient beaucoup dans les écoles primaires pour essayer de promouvoir les sciences auprès des jeunes filles et aussi déconstruire les stéréotypes de genre, former les enseignantes à l'enseignement des sciences à l'école primaire. On intervient aussi en collège-lycée, principalement, même s'il y a beaucoup de choses, on pourra en discuter, qui se font ensuite au niveau des chercheuses et à l'université. Je vous ai mis une autre petite diapositive pour vous montrer qu'ensuite, même quand on est chercheuse, donc ça a été décrit par Madame tout à l'heure, j'ai oublié son prénom, l'effet Mathilda, il est encore prégnant en France et malheureusement récent encore. Moi, j'ai choisi de vous parler de Marthe Gauthier, qui est la scientifique qui a découvert la trisomie 21. Donc, c'est elle qui a fait les premières cultures de cellules pour relier les patients ayant le syndrome de Down, qu'on appelait le mongolisme à l'époque, à la présence d'un chromosome surnuméraire, le chromosome 21. Et donc, c'est vraiment grâce à elle que ça a été découvert, cette trisomie 21, la présence de 3 chromosomes 21. Sauf que dans le laboratoire où elle était, elle n'avait pas de d'appareil photo pour prendre en photo ces cellules. Et donc, c'est Jérôme Lejeune qui a pris les clichés et qui s'est attribué la découverte de la trisomie 21. Donc, je vous ai mis une citation de Marthe Gauthier qui dit « Contrairement à l'usage qui veut que le chercheur qui a imaginé et réalisé les manipulations soit le premier signataire, mon nom est en second, la place de la découvreuse oubliée. » Et donc, la reconnaissance de Marthe Gauthier est venue très tardivement. La découverte est de 1959. C'est en 2014 qu'elle a été vraiment reconnue pour cette découverte. Elle a reçu la Légion d'honneur. Et donc, comme belle reconnaissance que l'association Femmes et Sciences, dont je fais partie, a mis en place,
c'est que en janvier 2026, on a dévoilé le nom de 72 femmes scientifiques qui vont être inscrites sur la Tour Eiffel, juste au-dessus des 72 hommes scientifiques qui sont présents depuis la création de la Tour Eiffel. Et donc, l'association a vraiment œuvré pour qu'il n'y ait pas que des hommes sur la Tour Eiffel, mais qu'il y ait maintenant le pendant féminin. Et donc, Marc Gauthier a été retenu pour figurer sur la Tour Eiffel. Donc, ce n'est pas encore fait, mais l'annonce a été faite en janvier et elle y sera bientôt. Voilà. Et donc, je finis juste pour les pistes de réflexion, un peu, nous, qu'est-ce qu'on essaie de faire chez Femmes et Sciences en France. Donc, je vous en ai parlé. La première chose qu'on fait, c'est de sensibiliser les enseignants, aussi les parents, pour essayer de déconstruire les stéréotypes de genre qui vont s'ancrer très tôt, comme on le voit, dès l'entrée en primaire. On essaye aussi de promouvoir des modèles inspirants de femmes scientifiques pour permettre l'identification des jeunes filles. Et donc, j'ai fait partie d'une exposition photo qui s'appelle La Science taille XXL. Vous pouvez aller voir sur Internet. Et qui consiste à faire des portraits de femmes scientifiques ordinaires qui sont affichés dans des lieux de grand public. Donc là, vous voyez une photo avec mes enfants et mon mari qui est prise devant un musée à Lyon. Et cette exposition, elle tourne dans tous les lycées de la région Rhône-Alpes en France. Elle est disponible aussi à l'emprunt. Vous pouvez l'imprimer même à l'Institut français de Grèce si vous avez envie. Et voilà, elle peut permettre l'identification de jeunes filles en ayant des modèles de femmes scientifiques qui sont modernes, avec des photos un peu décalées, qui vont vraiment interpeller et casser l'image du scientifique en blouse blanche, du scientifique masculin en blouse blanche. On essaie de promouvoir la diversité et la richesse des métiers scientifiques pour vraiment dire que les sciences ont besoin de tous les talents. Et on essaye aussi de promouvoir vraiment voilà, tous les métiers. On n'a pas besoin d'être chercheuse pour faire des sciences. On peut être technicienne et s'épanouir comme technicienne. On essaye aussi de valoriser les carrières des femmes scientifiques par différents moyens et médias. Et le réseau Femmes et Sciences peut permettre de créer un réseau d'entraide. C'est important aussi de se sentir soutenu et d'être dans un réseau de femmes qui vivent parfois les mêmes choses que nous. Donc moi, j'ai créé un programme de mentorat à Lyon adossé à l'association Femmes et Sciences. Il existait déjà dans d'autres villes. Donc ce programme de mentorat est pour les jeunes filles en thèse. Il a démarré en septembre de cette année. Et donc l'objectif, justement, c'est d'accompagner les jeunes filles sur les carrières scientifiques grâce à des femmes scientifiques un peu plus expérimentées et qui peuvent partager leur expérience, encourager les jeunes filles à continuer dans cette voie. On essaye aussi, alors, c'est pas moi, le gouvernement essaye de fournir des aides aux femmes qui ont eu des enfants. Ça, il faut le souligner, c'est quand même un progrès. Moi qui ai eu 5 enfants, les arrêts pour les congés maternité, ça prend du temps sur le temps de recherche et c'est un vrai frein aux carrières. Mais il y a des choses comme le fait de pouvoir postuler à des bourses qui sont avec un âge limité. Et en fait, le fait d'avoir un enfant va rajouter 1 an au fur et à mesure pour ce genre de bourse. Et voilà, au sein des laboratoires français, il y a une grande politique de sensibilisation des personnels de la recherche aux biais sexistes qui sont malheureusement toujours présents. On entend encore aujourd'hui, en 2026, des petites phrases d'hommes comme ah mais celle-ci, je ne vais pas la prendre en thèse puisqu'elle vient d'avoir un bébé. Voilà. Donc pour finir quand même sur une note positive, voilà, si vous avez envie de faire des sciences, il n'y a pas beaucoup de jeunes filles dans l'audience, mais c'est vraiment un monde de curiosité qui est ouvert à tous et toutes. Et il faut avoir confiance en soi, mais c'est vraiment bien de pouvoir vivre sa passion. Voilà, je passe la parole. Merci. Merci beaucoup. Et je pense que c'est notamment inspirant pour peut-être des choses qu'on pourrait faire entre la France et la Grèce, des actions qu'on pourrait développer. Je laisse la parole à Sissi Kolila qui va nous parler plus des femmes dans la biologie. Θα ξεκινήσω από το φαινόμενο Ματίλντα που αναφέρθηκε πριν από τις... Je vais commencer par le phénomène Mathilda qui a été mentionné tout à l'heure. Et je dois dire que dans mon domaine, dans le domaine de la biologie, il y a un exemple frappant, c'est celui de Rosalind Franklin, qui, la femme scientifique chercheuse qui a découvert la structure de l'ADN, mais
Son travail a été méconnu et le Nobel a été décerné à des hommes. Et elle-même, pour des raisons, en cause de raisons de santé, elle n'a pu euh, revendiquer sa part dans sa recherche. Euh, Dans cette présentation, j'aimerais vous parler de 3 thèmes différents. Tout d'abord, le la question du plafond de verre, on en a entendu parler. Deuxièmement, la place des filles dans la science et troisièmement, l'intégration de la dimension de genre dans la conception de la recherche. Une question très importante, peut-être la plus importante. J'aimerais, vous citer quelques exemples de femmes, chercheurs comme Marie Curie, qui a reçu le prix Nobel, première femme et première scientifique à avoir obtenu 2 prix Nobel dans 2 disciplines différentes. Ensuite, Gary Gartigori, très peu connu, également euh, qui a également reçu le prix Nobel, qui a travaillé sur le diabète et le métabolisme. Barbara Mann Clintock, très connue en biologie. Elle a découvert les parties mobiles, les éléments mobiles génétiques dans l'ADN et a démontré que l'ADN n'est pas quelque chose de statique. Et ensuite, je vais revenir pour trouver le lien avec les 3 éléments que j'ai cités au début entre ces femmes. Ensuite, Rosaline Yallo, qui a découvert la méthode de radioimmunologique, qui a révolutionné la mesure des hormones. Tu Youyou, également prix Nobel, qui a découvert l'artémisinine, la maladie qui permet de traiter le paludisme, et enfin Jennifer Doudna et Emmanuel Charpentier, qui se sont partagés le prix Nobel de chimie en 2020 et qui ont développé la méthode CRISPR qui permet de travailler sur l'ADN. C'est une sorte de ciseau qui permet de changer, intervenir sur l'ADN. Le plafond de verre peut être associé à Barbara McClinton. Barbara McClintock a effectué des études et a été méconnue. Même, elle a été méconnue même lorsqu'elle a présenté ses travaux, les résultats de ses recherches dans les différentes conférences. Certaines idées très innovantes, quand elles sortent du système de recherche, peuvent passer inaperçues pendant plusieurs années ou même pour toujours. C'est ce que démontre ce cas. J'aimerais ensuite vous faire part d'une expérience personnelle. Dans notre pays, malgré que le cadre juridique le permette, nous avons des causes culturelles, civilisationnelles qui ne permettent pas aux filles, aux jeunes femmes de faire des études dans le domaine des sciences positives. Tu Youyou, qui est toujours en vie,
est une pharmacologue chinoise qui était hors système. Elle a fait des études à l'université de Pékin. Elle a étudié la médecine chinoise classique. Elle n'a pas fait d'études dans une université de renom, élite, mais elle a pris conscience de la complexité des systèmes biologiques et c'est ce qui lui a permis de découvrir ce médicament qui permet de sauver des vies en Asie et pas seulement. Elle était sûrement talentueuse, elle avait de la persévérance et elle avait cette assurance qu'elle serait capable de trouver le traitement contre le paludisme. C'est ce qu'il faut souligner aux jeunes femmes afin qu'elles poursuivent leurs études et qu'elles s'intéressent aux sciences si euh, elles veulent. Et enfin, la dernière question que je voudrais soulever, une question plus théorique, c'est l'intégration de la dimension de genre dans la conception de la recherche. Euh, J'aimerais vous parler de Rosaline maintenant Yallo, car pour des raisons sociales, dans la recherche préclinique, on choisit le sexe masculin dans les différentes expérimentations, dans les essais cliniques également. Ceux qui participent aux expérimentations, ce sont des hommes. Et lorsque lorsque le médicament est mis sur le marché, très souvent, il ne fonctionne pas chez les femmes. Donc l'intégration du genre, se dire dès le départ, dès la conception de la recherche qu'il faut intégrer la dimension du genre, ceci permet d'avoir des recherches de meilleure qualité, car ceci nous permet de fonctionner hors des sentiers battus. Lorsque Rosaline Yallo a pu compter des quantités, faibles quantités d'œstrogènes dans des échantillons, ceci lui a permis d'arriver à certaines conclusions. De Barbara Clinton à Jennifer Doudna, il y a un intervalle de temps long qui s'est écoulé. Toutes les deux, cependant, se sont intéressées à la dynamique de l'ADN, l'une avec les parties mobiles, l'autre avec la méthode CRISP, et toutes les deux nous ont aidés aujourd'hui à mieux concevoir, à mieux comprendre le matériau génétique. Et de McClintock à Emmanuel Charpentier, qui est l'autre prix Nobel pour la méthode CRISP. Emmanuel Charpentier, j'aimerais dire, j'ai certaines affinités parce que nous nous sommes retrouvés dans, nous sommes retrouvés dans les mêmes laboratoires, à commencer par la biologie, un domaine qui, avant la pandémie de Covid, était considéré comme un domaine dépassé. Cependant, Emmanuel Charpentier comme Doudna sont sortis des bâtiers sentus. Il faut, je le répète, souligner aux jeunes filles que les grandes découvertes résultent d'individus et de domaines, de disciplines inattendues. Et j'aimerais, pour conclure cette présentation, dire que la recherche se fait dans un système social précis. Doudnay et Emmanuel Charpentier, bien qu'elles aient soumis leur brevet, ceci n'a pas été reçu car le directeur de l'institut était conseiller de recherche au gouvernement de Biden. Donc il y a tout un système derrière que l'on retrouve notamment en Grèce au sein des familles qui ne permet pas de soutenir les filles
qui ne permet pas, qui n'encourage pas les filles à faire des études dans le domaine des sciences et de la recherche. Ce que nous avons essayé de faire à l'Institut Pasteur, c'est que en accueillant des élèves, des garçons et des filles. Permettez-moi à l'occasion d'ouvrir une parenthèse, comme il a été dit par Madame Jankowski, nous avons des garçons et des filles. Nous avons également des collègues hommes qui, tous, hommes et femmes, doivent être convaincus que les femmes ont leur place dans la recherche et qu'elles peuvent y arriver. Et ce, non seulement pour des raisons d'égalité de genre, car la science a besoin de tous les cerveaux, masculins et féminins. Merci. Merci beaucoup. Et je passe la parole à Alkistis Bonanos qui va nous parler plutôt donc, des femmes dans l'astrophysique. Ωραία, έχω κάποιες διαφάνειες για τον τομέα της φυσικής και J'ai certaines diapositives à vous montrer sur l'astrophysique. Ça résulte d'une étude de l'Institut de la physique et de l'astronomie. Vous pouvez voir le pourcentage des doctorats depuis 1920 jusqu'en 2016. En orange, vous pouvez voir toutes les disciplines, en gris, les sciences physiques, etc. Sciences et en bleu, physique. Vous pouvez voir que la présence des femmes dans toutes les disciplines, ce pourcentage est de 40%. Donc, il y a une amélioration. Pendant la guerre, nous avons eu une croissance, une augmentation de la participation, car on avait besoin aussi bien de femmes que d'hommes. Ensuite, sur les graphiques suivants, à gauche, vous pouvez voir le pourcentage des doctorats de femmes dans des disciplines spécifiques. De 1980 en 2016, vous pouvez voir dans des couleurs différentes toutes les disciplines, biologie. La biologie atteint près de 50%. C'est une discipline avec une très bonne présence féminine. En physique, le taux est le plus bas, mais l'astronomie se porte mieux. Il y a plus de femmes qui s'intéressent, qui font des études en astronomie que de chimie, par exemple. Nous sommes à peu près à 30%. Ce sont des thèses de doctorat effectuées par des femmes. Et à droite, vous pouvez voir l'écart entre la licence et le doctorat. Le nombre de femmes, le pourcentage de femmes qui obtiennent une thèse est près de 30%. Nous sommes au même niveau, plus ou moins, pendant cette période de 80 à 2016-17. Ici, vous pouvez voir la place, le nombre de femmes à l'université aux États-Unis pour période depuis 2010 à 2024. Vous avez les professeurs. Le pourcentage est de 15 à 17%. Mais lorsque à des niveaux plus bas, vous avez une présence plus importante de femmes, près de 40%. Donc, la présence des femmes est plus forte à ces niveaux inférieurs. Mais au total, il y a près de 25% de femmes qui occupent des postes de professeurs, tous domaines, tous échelons confondus. Ici, vous avez un diagramme qui a été effectué par des collègues grecs. Vous avez ici en astrophysique des hommes, vous voyez le pourcentage des hommes et des femmes, 30% de femmes, près de 70% d'hommes. À l'université ECPA d'Athènes, le domaine de physique et d'astrophysique, vous pouvez voir
que les doctorants sont à peu près 16%, 58% de femmes en astrophysique. Au niveau du corps enseignant, 37,5% sont des femmes. Voilà ce qui se passe à l'université capodistриenne d'Athènes. Au Nobel maintenant de physique, 119 prix Nobel ont été décernés. 5 femmes, près de 2% au total. Des taux très faibles. Quelles sont ces 5 femmes qui ont obtenu le prix Nobel de physique? 2 se sont partagé le prix Nobel avec un homme. Entre Marie Curie et Wagner, près de 60 ans se sont écoulés. La même chose entre Wagner et Ashkin. Vous pouvez voir pourquoi elles ont obtenu pourquoi elles ont obtenu le prix Nobel. Nous avons également Einar Geiseldon et Andrea Ghez. Vous avez 20% de femmes qui sont professeurs, mais à peine 2% des femmes obtiennent un prix Nobel. Pour vous donner un exemple de professeur qui aurait dû, selon moi, obtenir le prix Nobel, c'est Jocelyn Bell Burnell qui a découvert les pulsars lorsqu'elle était étudiante en master à l'université de Cambridge et en 1974, le prix Nobel de physique a été décerné à son directeur de thèse et à un autre radioastronome. Heureusement, en 2018, elle a reçu le prix spécial Breakthrough Prize, mais apparemment, en raison du genre et de l'époque, son travail n'a pas été reconnu. Je voudrais également vous parler de Cecilia Gaposchkin, que nous avons fêtée l'année dernière, 100 ans depuis son doctorat. Elle a découvert que les étoiles, elle a découvert la composition des étoiles. Tout le monde pensait que la composition des étoiles et de la Terre était identique. Cecilia, je dois dire que l'année dernière, j'ai beaucoup lu sur Cecilia Gaposchkin dans le cadre de cet anniversaire. Elle n'avait pas les autres professeurs n'avaient pas ses connaissances. Elle a réussi à faire des mesures et à découvrir la composition des étoiles et a permis de poser les fondements pour mieux comprendre la composition de l'univers. Donc, ces mesures ont permis de mieux comprendre le phénomène Big Bang. Le professeur de Princeton qui était présent dans le jury pour sa thèse a rejeté ces résultats et l'a contraint d'écrire que ces résultats sont presque sûrs, mais pas confirmés, véritables. Quelques années plus tard, ce professeur a suivi cette approche sur le Soleil et finalement, c'est lui qui a présenté les résultats et qui a reçu le prix. C'était un homme à l'époque, donc euh, son travail a été reconnu bien plus tard, en 1962. On dit que sa thèse est la plus importante en astronomie. Cecilia Payne a ouvert de nombreuses voies pour nous tous. C'est la première femme à obtenir un doctorat en astronomie à Harvard. À l'époque, il n'y avait pas de département en astronomie. Ils ont été contraints de créer ce département. Entre 1925 et 1956, elle travaillait plutôt comme technicienne. Elle est devenue en fin de compte la première femme à diriger le département à Harvard, à la chaire d'astronomie. Et deux citations de Cecilia qui fait référence aux jeunes et aux jeunes femmes, qui dit si vous voulez suivre une carrière scientifique, choisissez une autre voie.
Mais si vous recherchez de l'argent, faites autre chose. Mais si c'est ce qui vous attire en votre fort intérieur, vous suivez votre voie et vous allez être récompensé. Et ensuite, elle dit qu'elle n'aurait pas dû se plier aux injonctions du professeur de changer cette citation dans sa thèse et elle conclut que si vous croyez en quelque chose, vous devez le soutenir. Et comme dit Cécilia, nous devons suivre notre passion pour aller de l'avant. Bien sûr, le soutien est quelque chose de fondamental pour réussir. Merci. Merci beaucoup. Et peut-être que vous pouvez nous parler de votre travail justement sur les femmes de sciences grecques, enfin, ce que vous faites dans ce cadre. Peut-être si vous voyez des opportunités de travailler aussi avec ce qui peut être fait en France. Να βάλω τις υπόλοιπες διαφάνειες. Mhm. Ωραία. Είπαμε λοιπόν για την Ελληνική Εταιρεία Γυναικών Πανεπιστημιακών. On a parlé de la Société hellénique des femmes universitaires et des différents plans d'action sur les questions de genre qui ont plusieurs axes. D'abord, il y a la dimension du genre dans la recherche. Un autre axe, c'est le soutien apporté aux femmes et comment nous pouvons augmenter le nombre de femmes à des postes de responsabilité. Et certaines choses ont déjà été dites, mais il y a plusieurs facteurs qui jouent un rôle très important à ce plafond de verre ou phénomène de leaky pipeline. Donc, il y a plusieurs femmes, on perd de nombreuses femmes au cours de leurs études. Très souvent, à l'université, le nombre de femmes qui achèvent leur doctorat sont plus nombreux que les hommes. Et aux autres fonctions, professeurs, etc., je dirais qu'assistants, nous avons 40% de femmes, mais par la suite, aux fonctions les plus élevées, à la prise de décision, fonction de prise de décision, ou au niveau du rectorat et président de département, nous avons très peu de femmes à l'ECPA, l'Université d'Athènes. Et en médecine, elles sont presque inexistantes. Il n'y a jamais eu de femme présidente ou vice-présidente en médecine. Et nous n'avons pas eu de femme de rectrice à l'Université capodistrienne d'Athènes. Nous avons donc actuellement, comme il a été dit, plus de femmes aux échelons inférieurs, mais il y a quelque chose qui met un frein. Il y a des raisons sociales et bien d'autres raisons, peut-être inconscientes très souvent. Peut-être les femmes ne revendiquent pas ce genre de promotion. Avec la société hellénique, nous avons établi des plans, des cartes et des graphiques sur la présence des femmes, sur l'écart en matière de genre. Près de 30% sont des femmes sont professeurs. Ceci dépend bien sûr de la discipline, de l'université, de la science. Dans les domaines des sciences de la vie et de la santé, il y a moins de femmes qu'en archéologie ou en littérature. Et dans les sciences de la santé, nous avons plus de femmes dans le domaine des femmes assistantes, infirmières, etc. Il y a de nombreux efforts qui sont déployés, même ces prix L'Oréal qui sont attribués
Il y a eu d'ailleurs une conférence qui présentait toutes les femmes qui ont reçu ce prix. J'en faisais partie. Donc, il y a plusieurs efforts qui sont déployés pour renforcer la place des femmes, la participation des femmes. Plusieurs séminaires sont organisés, des séminaires sur le leadership des femmes et autre chose très importante qui concerne les neurosciences et le cerveau. Nous avons sur le plan mondial des, des plans qui ont pour objectif de promouvoir l'égalité dans le domaine de la recherche. Constate que pour ce qui est de l'étude du cerveau, il y a moins, pas seulement de femmes, mais d'autres questions qui doivent être prises en compte, par exemple la race, l'emplacement géographique. Mais lorsque la question est associée aux femmes, il y a une sous-représentation des femmes. Par ailleurs, diverses recherches sont effectuées pour étudier le cerveau des femmes. Pourquoi certaines femmes souffrent de certaines maladies davantage que les hommes, Alzheimer par exemple, démence, stress post-traumatique, maux de tête. Donc, il y a certaines maladies qui sont plus fréquentes chez les femmes que chez les hommes. Ceci ne s'explique pas uniquement euh, par les hormones, mais il y a également notre gène et d'autres mécanismes immunologiques qui sont en cours d'étude. C'est une initiative de la Fondation Sassinopoulos qui effectue ce genre de recherche. Une autre initiative sur le cerveau des femmes est également menée. Je participe au conseil d'administration et qui étudie le stress, la sclérose en plaques, l'autisme, les différentes perturbations, Parkinson, que l'on constate davantage chez la population mâle. Donc, on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, pourquoi nous avons ces troubles qui ont un taux différent chez les hommes que chez les femmes, avec des symptômes également différents. Désormais, il n'est plus pas. On a fait des méta-analyses qui montrent qu'il n'est pas plus difficile d'étudier les femmes que les hommes. Donc, les instructions, pour ce qui est des expérimentations. Et aujourd'hui, il y a des études cliniques qui sont faites pour voir les distinctions de genre. Si l'on veut, par exemple, examiner le système cardiovasculaire, on préfère les hommes, mais en matière de dépression, il est plus facile de trouver des femmes, car elles souffrent davantage de dépression. Il est plus facile de les convaincre également de participer à une étude. Et ceci ne nous permet pas toujours de voir s'il y a. Et ce que nous proposons, c'est d'effectuer des études dans les deux genres. Nous avons constaté à travers nos études également qu'il y a certaines parties du cerveau qui sont très importantes et qui peuvent activer la dépression. On recherche des thérapies, des traitements qui peuvent avoir des effets différents chez les hommes et chez les femmes. Nous faisons des études avec euh, certaines hormones
et nous participons à la rédaction de livres ou à la traduction de certains livres qui portent sur le cerveau, et qui concernent Alzheimer, démence, etc. Nous participons également à d'autres études θεραπεία. Οι άλλες θεραπείες οι οποίες δίνουν το ξέρεις, είναι μία sur les vaccins. Très souvent, c'est pas à quel stage il faut, à quelle étape il faut faire un vaccin chez les femmes. Et pour finir, j'ai demandé à mes étudiantes au laboratoire, mais également à des étudiants, de chercher des sources de financement. Je vous ai dit que nous avons été financés par l'IKI, par Fondation Marie Curie, et nous participons à l'IUSAF qui s'intéresse aux recherches sur les femmes. C'est un réseau européen, IUSAF. Et ici, une photo avec une de mes études doctorantes qui a achevé ses études et qui a fait des recherches sur certains traitements sur les femmes. Merci beaucoup. On peut désormais peut-être passer la parole au public pour quelques questions. Il nous reste environ une demi-heure voilà, pour quelques questions. Υπάρχουν ερωτήσεις? Y a-t-il des questions, s'il vous plaît? Tout est très clair. Non, mais... Ah, très bien. Je préfère parler en anglais, s'il vous plaît. Merci toutes. Σήμερα ήταν πολύτιμο αυτά που μοιραστήκατε και Ce que vous nous avez présenté était vraiment précieux. Et je me demande, à la fin, tout est impressionnant. Vous avez réussi à réaliser vos objectifs. Je suppose que vous avez été confronté à de nombreux obstacles. Semble que tout soit trop beau pour être vrai. Et je me demande si si vous souhaiteriez partager des défis qui étaient trop importants pour vous. Si vous souhaitez, bien sûr, nous en parler. Et je m'adresse à toutes les dames. Ναι, καταρχάς, τουλάχιστον για μένα δεν υπάρχει θέμα δύσκολο. Tout d'abord, pour moi, il n'y a pas de malaise à en parler. J'ai dit tout à l'heure que j'ai eu la chance de travailler à l'Institut Pasteur de Paris dans une excellente équipe avec un excellent mentor, chercheur, une personne excellente. Il n'y avait pas de discrimination au laboratoire. Mais en revenant à l'Institut Pasteur hellénique, au laboratoire où j'ai été engagée, j'avais un directeur, un homme, à la direction du laboratoire. Je pense que ceci était lié au fait que je n'étais pas très bien accueillie. Et pire encore, sur le plan pratique, ce qui a eu un impact sur mon travail et ma carrière, à l'époque, j'étais responsable d'un programme européen financé avec un bon financement
maison et le directeur ne m'a pas permis de mener ce projet au laboratoire. Et j'étais contrainte de j'étais contrainte d'essayer de trouver une autre solution. Donc j'ai essayé de faire cette recherche après plusieurs efforts à l'université. En fait, ceci m'a conduit à changer de carrière. Pourquoi? Parce que psychologiquement, je n'arrivais pas à faire face à cette situation au laboratoire. Et c'était l'époque où euh, j'ai mon fils et je devais décider, prendre une décision si j'allais vivre dans la dépression, si mon enfant devait vivre dans la dépression ou changer de carrière. J'ai pris le risque de quitter le laboratoire. Le problème est que bien que les taux indiquent qu'il y a de nombreuses femmes au niveau de la licence et au niveau du doctorat, au niveau de la recherche, des premiers niveaux de recherche, il y a très peu de femmes cependant au niveau de la prise de décision. Et à travers mon expérience à l'Institut Pasteur, car j'ai participé à la première commission d'égalité de genre et de non-discrimination, il y a un système, comme je l'ai qualifié tout à l'heure. Les résultats que nous collectons sur tout type de harcèlement sexuel, les compétitions, bullying entre hommes et femmes, aussi étrange que cela puisse paraître, nous avons des taux très élevés et même dans des centres de recherche excellents. Donc, il y a beaucoup de pain sur la planche, et y compris, et ce à plusieurs niveaux. Non seulement au niveau de la législation. Au niveau de la législation, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'obstacle. Ce qui fait, ce qui freine les femmes, c'est tout un système. Et je pense que pendant la pandémie, on s'est rendu compte, le taux de financement de scientifiques femmes et le taux de publication a chuté et a permis à d'autres pays comme la Norvège qui à ce niveau-là sont dans une meilleure situation au niveau de l'égalité des hommes et femmes, qui ont eu plus de publications. Le point de départ pour moi, c'est cette lacune, cette défaillance au niveau de la science. Les raisons sociales ou l'impact que cela peut avoir sur chaque femme peuvent être très importants. Mais en tant que scientifique, je dois vous dire que c'est la science qui y perd, car les femmes scientifiques peuvent contribuer de la même façon et même mieux et avec un regard différent. Vous savez très bien qu'il y a de nombreux mouvements. Il y a la science féministe, des femmes scientifiques féministes qui ont un regard différent, une analyse différente. Et ce sont des femmes indispensables pour tout type de recherche. Et pour conclure, pour répondre à la question qui a été posée tout à l'heure et concernant notamment la France, Monsieur Abkral l'a soulevé. Je travaille à l'Institut Pasteur. Je dois dire que
peut-être nous avons un peu plus de chance. Nous avons une excellente relation fondamentale avec l'Institut Pasteur de France. L'Institut Pasteur de Paris a de nombreux euh, scientifiques sociaux qui peuvent effectuer des recherches sur la carrière professionnelle des femmes. Il serait intéressant de voir pourquoi les femmes cessent, interrompent leur carrière. Est-ce que c'est une grossesse? Est-ce que c'est la vie privée? Ou c'est le manque de financement? Et là, je pense qu'il serait intéressant d'avoir des données concrètes. Ce n'est pas une chose simple. À l'Institut Pasteur hellénique, nous n'avons pas de responsables de scientifiques sociaux, mais je pense que ce genre d'études, avec l'aide d'organismes français qui sont plus importants, plus inclusifs, nous pouvons obtenir des données, car ces données, c'est indispensable pour pouvoir prendre des actions, des mesures. J'aimerais ajouter qu'il y a dans ce plan d'action sur les qualités des genres, il y a un axe qui consiste à concilier la vie professionnelle et la vie privée, qui concerne aussi bien les hommes que les femmes. Personnellement, bien que je n'ai qu'un enfant, lorsque ma fille était très jeune, je devais trouver une solution pour pouvoir voyager, participer à une conférence, voir si elle allait m'accompagner, si elle allait rester seule. En Grèce, on dépend beaucoup de la famille, mais c'est une réalité. Mais la, la, la famille n'est pas toujours présente et ce n'est pas le rôle des grands-parents de faire du babysitting. À l'université où je me suis retrouvée, nous avions des crèches. Euh, il faut dire que pour celles qui travaillent et qui commençaient le travail à 7 heures ou à 8 heures du matin, il n'y avait pas de solution. Où personnellement, j'avais cours jusqu'à 7 heures, 8 heures du soir. Donc, il y a bien d'autres problèmes, bien sûr, au fur et à mesure que les enfants grandissent. Moi, j'ai eu des problèmes avec mon directeur, mais je ne suis pas convaincue que ceci est dû au genre. C'était un homme. Très souvent, on est confronté avec ce genre de problème avec des femmes. Peut-être c'est dû à l'âge, mais c'était un problème auquel je devais faire face et surmonter. Ce n'est pas facile pour tout le monde. Συγγνώμη αν σας πήρε θέση. Très brièvement, moi, je dirais que les difficultés que j'ai traversées, c'est principalement moi qui me les suis créées puisque j'ai eu beaucoup d'enfants et c'est difficile quand même de concilier, une vie de recherche qui est très prenante avec une vie familiale qui est très intense aussi. Voilà, le parcours, il se construit petit à petit, heu, donc c'est vrai que quand on vous présente aujourd'hui, enfin, là où on en est, ça peut paraître, facile. Ça l'a pas toujours été. Mais voilà, moi, je crois que ce qui m'a toujours animée, c'est cette passion que j'avais pour la recherche et heu et j'ai été soutenue pour continuer, dans tous les moments de découragement. J'ai failli abandonner, un très grand nombre de fois. Mais voilà, à chaque fois, j'ai réussi à me ressourcer et je dirais que la famille était aussi, une richesse, voilà, une source d'épanouissement qui m'ont permis de traverser, des moments de doute, de me dire: «Mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis chercheuse?» Heu voilà, on avance petit à petit dans ces choses-là et
Et au final, quand on a quelque chose qui nous passionne, je dirais que c'est ça aussi qui nous permet de traverser les épreuves. Moi, il y a eu des moments où j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Du coup, ça je me disais: «Mais je prends ce temps-là sur mon temps familial» et puis, voilà, en fait, ça débouche sur quand même sur des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais les choses avancent petit à petit et voilà. J'ai eu la chance d'être soutenue quand même, notamment en Suisse, financièrement pour, la garde des enfants et donc ça m'a vraiment, soutenue aussi psychologiquement, de me dire, on considère vraiment le fait que j'ai le droit d'être une femme scientifique avec une famille nombreuse. Donc ça m'a fait du bien aussi. Voilà. Υπάρχει μια ερώτηση. Πρώτα-πρώτα να Une question. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour vos présentations excellentes qui ont permis de mettre en évidence les problèmes auxquels vous êtes confrontés. Euh, Tenant compte de la journée d'hier dédiée aux femmes, j'aimerais partager avec vous une discussion que j'ai eue avec des amis. Chaque fois où il y a ces discussions, j'ai l'impression que les femmes souffrent du comportement des femmes qu'elles rencontrent au cours de leur carrière professionnelle. Très souvent, alors que cette expérience peut être unique, elles y reviennent très souvent. Et ma question est la suivante. Vous occupez des postes très importants, peut-être vous prenez des décisions. Est-ce que vous avez une attitude de soutien à l'égard d'autres femmes au cours de leur parcours ou lorsque vous travaillez ensemble? Très bonne question. Οκ. Αφού δεν μίλησα ακόμα. Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να πω ότι είχα κάποια γυναίκα. Je dois dire que j'ai pas rencontré des femmes, une femme qui était un obstacle dans ma vie, mais il y a des femmes à l'institut, les postdocs, les étudiantes regardent, j'ai le sentiment qu'elles me regardent et que je suis un modèle pour elles. C'est quelque chose, un modèle encourageant. J'ai une famille, des enfants, je suis scientifique et lorsque elles cherchent un financement, elles veulent participer à une conférence, je les aide à trouver une solution. Notre département est un département très peu nombreux, donc je peux essayer mes étudiantes. Je me souviens d'une étudiante qui avait fait, une recherche très intéressante et je l'ai encouragée à présenter les résultats de sa recherche à une conférence. Étant donné personnellement, moi aussi, étant donné que je participe à diverses, sociétés, que j'occupe plusieurs postes, oui, je prends toujours cela en compte. Je dis aux jeunes femmes que qu'il faut essayer qu'il y ait 50%, qu'il y ait des femmes dans les différents, jurys, conseils d'administration. Je dis toujours qu'il faut avoir des femmes et on me dit: «Oh voilà, de nouveau, elle va se plaindre Christine». Je pense que ceci est très encourageant et il faut le souligner. Dans les neurosciences, nous avons de nombreuses femmes, c'est une bonne chose. Professeurs, elles sont soit professeurs, soit étudiantes et en général en Méditerranée, nous avons des demandes qui ont été soumises pour les Travel Awards et nous avions de nombreuses femmes et dans les laboratoires aujourd'hui également, nous avons des jeunes étudiantes. Moi, j'ai un exemple de femme qui collabore avec mon directeur qui ne s'est pas comportée, de la bonne manière. Ce n'est pas une question de genre pour moi, mais ce qui m'a, déplu, c'est qu'elle s'est très mal comportée à l'égard d'autres femmes qui étaient dans une mauvaise situation, et je m'attendais à ce que son comportement soit meilleur. Peut-être, on s'attend
à quelque chose de mieux quand il s'agit de femmes. Nous avons également de programmes de mentorship auxquels j'ai participé. Nous avons de nouveaux programmes et conférences pour les femmes, Women on Top, etc. Diverses actions qui sont menées en Grèce et nous essayons de les soutenir. Est-ce que je peux ajouter quelque chose par rapport à la question qui a été posée? Personnellement, je n'ai pas eu d'expérience de ce genre, mais vu l'environnement dans lequel on évolue, j'ai déjà entendu d'autres collègues que les femmes, pour pouvoir survivre dans ce genre d'environnement, elles deviennent très compétitives et elles adoptent un langage masculin. Et c'est ce dont les autres femmes ne s'attendent pas, ce à quoi les autres femmes ne s'attendent pas. Heu, Dernière question? Bref question. Félicitations tout d'abord pour, cette soirée d'aujourd'hui. J'aimerais avoir votre avis sur le taux d'absorption, le rythme d'absorption, des docteurs sur le marché du travail. Trouver un poste permanent sur le marché ou dans le domaine de la recherche devient très difficile. Est-ce que les femmes, éviteraient-elles, ce risque? Éviteraient-elles de faire de longues études pour éviter de se retrouver face à ce genre de problème? Quel est donc, ce taux d'absorption des femmes? Est-ce qu'il est très difficile pour une femme de trouver un poste? Et dans ce cas-là, si tel est le cas, je comprendrais une femme qui ne souhaiterait pas faire ce genre d'études. Le principal, effectivement, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le phénomène du tuyau percé, on en a déjà discuté et notamment après la thèse, il y a une chute, du nombre des femmes qui vont poursuivre leur carrière scientifique et c'est principalement associé à l'âge où, bah, les femmes sont en âge de procréer. Elles vont avoir un enfant, c'est plus compliqué et elles vont, laisser tomber. Je dirais que dans la théorie, il y a pas de frein, enfin, les femmes peuvent continuer autant en sciences que les hommes. Il y a très peu de postes, mais du coup, ça demande peut-être une énergie mentale, plus importante pour les femmes à ce moment-là de se dire, «Je vais continuer» et c'est là que c'est très important de les accompagner aussi. Donc moi, j'en ai parlé, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent très, très précocement à l'école primaire sur le fait que les filles choisissent des carrières scientifiques. Mais une fois qu'elles sont engagées en sciences, il faut aussi les aider pour, continuer. Voilà, donc moi, je pense que l'accompagnement, les programmes type programme de mentorat peuvent, aider les filles à se dire: «Bon, bah, c'est pas parce que j'ai eu des enfants ou que je rêve d'avoir, une famille qu'il faut que je m'arrête». Mais effectivement, le milieu de la recherche académique, en France est très fermé, donc c'est difficile d'avoir un poste et du coup, ça demande, voilà, beaucoup d'énergie, de persévérance. Là où des jeunes femmes vont avoir, envie de fonder une famille, peut-être plus que les hommes, à ce moment-là et du coup, c'est difficile. Moi, je prône aussi beaucoup pour l'éducation des hommes au fait que, voilà, mais c'est un problème de société plus global. Ils doivent, prendre, leur part, à la maison et que donc à partir du moment où il y aura moins cette pression sociale pour que les hommes soient, ceux qui travaillent longtemps, tard le soir et cetera, peut-être que les choses s'équilibreront. On a aussi besoin d'hommes qui disent, à 17:00: «Ah bah, je pars parce que je vais chercher mon enfant et ma femme, scientifique reste travailler jusqu'à 19:00». Voilà. Ναι, και εγώ πιστεύω ότι έχει αρχίσει να υπάρχει αυτό και το βλέπουμε και Ah oui, je crois qu'on voit ça également en Grèce. De nombreux hommes, jeunes, collègues quittent, le travail plus tôt pour aller chercher les enfants. Oui, mais c'est également,
liées au comportement des femmes. Si l'on considère que les enfants, l'éducation des enfants, etc., et la maison, c'est une tâche commune, eh bien, dans ce cas-là, c'est comme c'est ce que vous avez dit, qu'il faut leur donner la place pour pouvoir le faire. Vous vous posez la question pourquoi il y a des femmes qui interrompent leurs études. Je pense que ceci ne concerne pas que les femmes, mais également les hommes. Mais bien sûr, tout dépend également de l'entourage, de l'environnement. C'est une question également de chance, de circonstances, et moins de genre, à savoir pourquoi et quand quelqu'un arrête ses études. Vous toutes pour vos présentations vraiment super intéressantes et puis les réponses aux questions. Je pense en tout cas qu'il y a beaucoup d'opportunités sans doute de faire des choses entre la France et la Grèce. Nous, on a envie d'y travailler au sein du service de coopération et d'action culturelle. Donc, on reviendra vers vous pour des choses qu'on pourrait faire. Une idée, et je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais on parlait lors de la première conférence sur les libertés académiques que dans les classements internationaux, la liberté académique devrait apparaître en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on pourrait classer les universités au niveau international selon leur performance en termes de liberté académique. Peut-être qu'on pourrait aussi s'imaginer que le genre et la performance des institutions de recherche sur les thématiques du genre pourrait être aussi une manière de classer les universités, en tout cas d'être un paramètre qui pourrait intervenir pour signifier que c'est largement aussi important que certaines données chiffrées, j'allais dire assez froides. Et finalement, voilà. Donc peut-être que c'est des choses sur lesquelles la France et la Grèce pourront travailler ensemble à l'avenir. En tout cas, merci à tous et à toutes d'être venus. Très bonne soirée et à bientôt pour de nouveaux débats. Merci.